bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la France dans la Seconde Guerre mondiale. La situation de la France n'est pas si simple, et donc ici on va essayer de comprendre comment, entre collaboration et résistance, la France et les Français, lourdement défaits en juin 1940, ont-ils vécu la guerre. Tout d'abord, petit rappel de situation. Comment la défaite brutale de 1940 va diviser la France et les Français? À partir de cette question-là, est-ce qu'il faut continuer ou arrêter la guerre? La France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, 2 jours après l'invasion de la Pologne. Pourtant, les combats n'éclatent pas directement. Jusqu'en mai 1940, les Français restent retranchés derrière la ligne Maginot, tandis que les Allemands organisent leurs troupes, c'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. En mai 1940, Hitler lance la Wehrmacht et la Luftwaffe à l'assaut de la France, avec ce qu'on appelait la stratégie de la Blitzkrieg, la guerre éclair, en contournant les frontières par le nord, la Belgique et les Pays-Bas. Les forces françaises sont prises en tenaille et les Britanniques prennent la fuite en ordre dispersé depuis Dunkerque. La bataille de France est perdue en quelques semaines et envoie 10 millions de civils sur les routes de l'Exode vers le sud, fuyant l'avancée nazie. Le gouvernement prend la fuite également, d'abord à Bordeaux, puis à Alger. Paul Reynaud démissionne de son poste et un nouveau président du Conseil est élu, le maréchal Pétain, héros de la Grande Guerre, le vainqueur de Verdun et celui qui a signé l'armistice de Rotonde en 1918. Il est élu, ou du moins choisi, pour sauver la France, mais dès le lendemain, le 17 juin, le maréchal appelle à cesser le combat avant de signer un nouvel armistice à Rotonde le 22. La défaite de la France est ainsi actée. Ou presque. Quelques Français parviennent à prendre la fuite et à rejoindre l'Angleterre. Parmi eux, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense depuis quelques semaines seulement. En réaction à l'annonce du maréchal, il fait, avec l'accord de Churchill, une allocution radiophonique à la BBC le 18 juin pour appeler les Français à le rejoindre à Londres et à poursuivre le combat. Peu ont entendu l'appel en direct, mais il est retranscrit par de nombreux journaux français dès le lendemain. Parmi ceux qui décident de s'engager, et qui vont rester une minorité, 2 camps se dessinent déjà, ceux qui vont collaborer et ceux qui vont résister. Et on va commencer par s'intéresser à ceux qui ont collaboré pour voir un petit peu comment la France a collaboré avec l'Allemagne nazie sous le régime de Vichy, sous les ordres de Pétain. La France de Vichy, c'est quoi? Cette France, elle est désormais occupée et coupée en 3 grandes zones. L'Alsace-Moselle, qui est annexée à l'Allemagne, c'est la partie du territoire français qui avait été récupérée par la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Le nord et l'ouest sont occupés par les Allemands, qui administrent directement cette zone, c'est la zone occupée, et la zone sud, qu'on appelle la zone libre, est administrée par le régime de Vichy. L'armée française est fortement réduite, des troupes d'occupation vivent sur le territoire, les officiers sont logés chez l'habitant qui sont souvent expropriés, et le pillage de la France est organisé. Les matières premières, le charbon, le blé, le vin, etc., sont destinées en priorité à l'Allemagne, les œuvres d'art volées à leurs propriétaires et intégrées aux collections publiques ou privées du Reich. La France de Vichy, c'est aussi et surtout un régime autoritaire et anti-républicain qui est mis en place. Le 10 juillet 1940, les pleins pouvoirs sont accordés à Pétain par le Parlement. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il contrôle l'armée et celle-ci s'occupe directement des affaires de l'État, bien qu'un civil, Pierre Laval, ait été nommé Premier ministre dès le 12 juillet. Le suffrage universel, les libertés individuelles et collectives sont supprimées. S'accorder la liberté d'expression ou de manifestation avec son syndicat conduit ainsi droit à la prison. Le régime de Vichy est aussi réactionnaire et antisémite. S'appuyant sur une intense propagande, Pétain met en œuvre la Révolution nationale pour retrouver la France éternelle, en tout cas ce qu'il appelle la France éternelle. L'État français se dote d'une nouvelle devise, travail, famille, patrie. Il a une vision conservatrice de l'économie, le retour à la terre notamment, et de la société. La femme doit être à la maison et faire une famille nombreuse. Ce régime profondément réactionnaire et anti-républicain est aussi antisémite. En octobre 1940 est adopté le premier statut des Juifs. Ils sont identifiés, inscrits sur des listes officielles, c'est écrit sur leur carte d'identité, ils sont exclus, ils ont l'interdiction d'être fonctionnaires ou commerçants notamment, et leurs biens sont arianisés, autrement dit confisqués et volés par l'État. Enfin, les juifs, les communistes, tous les opposants politiques
sont traqués par la milice, qui est l'équivalent sous Vichy de la Gestapo, et sont internés dans des camps. Ce régime va collaborer activement avec l'Allemagne nazie. Le 30 octobre 1940, peu après la rencontre de Montoire avec Hitler, le maréchal Pétain appelle à une collaboration active. Il explique que celle-ci permettra de maintenir l'unité française, donc d'éviter l'annexion par l'Allemagne, mais aussi d'alléger le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort des prisonniers et atténuer la charge des frais d'occupation, autrement dit, limiter les pillages. Et cette collaboration va prendre différentes formes. D'abord une collaboration publique d'État, elle est en partie imposée par le traité d'armistice au niveau politique et économique, mais elle est aussi en partie volontaire au niveau social et pour l'idéologie. En effet, le statut des Juifs est une invention de Vichy et ne lui a pas été imposé par l'Allemagne. Autre forme de collaboration, la collaboration privée individuelle qui concerne environ 10% des Français. Celle-ci recouvre un spectre varié, dénonciation à la Gestapo ou à la milice, financement actif de l'effort de guerre allemand par les entreprises notamment, engagement dans la milice, spectacle pour les nazis, etc., etc. Alors pourquoi collaborer ? Les explications sont nombreuses, souvent par opportunité, on veut libérer un proche, s'enrichir, obtenir plus de rations pour soi-même, etc., sa famille. Aussi par idéologie, il y a des Français qui sont violemment antisémites et qui sont favorables à la victoire nazie, qui les admirent. Et puis aussi par contrainte, c'est le cas des travailleurs du STO notamment, à partir de 1943. Et plus le conflit évolue, plus la situation se tend pour l'Allemagne, et plus la collaboration s'intensifie. Le pillage pèse de plus en plus lourd sur l'économie française. Et pour contourner le rationnement, beaucoup de Français passent par le marché noir qui est en pleine expansion. La situation des Juifs va encore empirer à partir de 1942. Le port de l'étoile jaune devient obligatoire avec le deuxième statut des Juifs, les spoliations s'accélèrent, et on se met à multiplier les rafles, avec des rafles très importantes comme celle du Veldiv, qui a lieu entre le 16 et le 17 juillet 1942, à Paris, quand 13 000 Juifs sont arrêtés et déportés vers le Reich et vers Auschwitz, comme la plupart des Juifs qui vont être arrêtés en 1942 et 1943. Enfin, alors que seulement 240 000 Français avaient accepté d'aller travailler en Allemagne, notamment dans le cadre de la relève, le Reich exige 350 000 travailleurs supplémentaires début 1943. Vichy impose alors le STO, le service du travail obligatoire, pour tous les hommes âgés de 21 à 23 ans. Cette collaboration d'État, on l'a dit, est exigée par l'Allemagne, mais Vichy va beaucoup plus loin. Après la conférence de Wannsee, l'Allemagne impose à la France de lui livrer 40 000 Juifs pour la seule année 1942. De nombreuses rafles sont organisées, dont celle du Veldiv, mais Vichy insiste pour mener des opérations conjointes avec les forces allemandes et pour livrer les enfants aux nazis. En tout et pour tout, ce sont 76 000 Juifs de France, français et étrangers, il y avait 200 000 Juifs qui étaient venus trouver refuge dans les années 30 en France, sont déportés et seuls 3 000 d'entre eux vont réussir à revenir de ce qu'on a appelé les camps de la mort. En 1942, pressé par l'Allemagne, le régime de Vichy devient ouvertement fasciste et répressif, et son impopularité va aller grandissante. La zone sud est envahie dès 1942, le STO en février 1943 contribue à nourrir beaucoup de rancœur à l'égard du régime de Vichy, les opposants politiques sont assassinés, et ça se sait, et puis les Français subissent toujours un rationnement continu qui est de plus en plus problématique. Ce sont toutes ces raisons qui vont faire entrer de nombreux jeunes gens qui étaient restés en retrait jusque-là dans la résistance. Dans cette dernière partie, on va donc voir comment se développe et s'organise la résistance française. Si De Gaulle part à Londres en 1940 et appelle les Français à poursuivre le combat, c'est que la France n'est pas seule. Elle possède effectivement un empire, des alliés, les Britanniques et leur empire, et peut compter sur une partie des troupes qui refusent de baisser les armes. Et si pendant toute la guerre le général consacre son temps à mettre sur pied et à organiser la résistance depuis l'étranger, qu'on appelle la France libre, avec l'aide ou parfois malgré Churchill, la résistance se fait aussi et avant tout sur le territoire métropolitain. Sur tout le territoire, des groupes de quelques personnes refusent la défaite et la collaboration avec l'Allemagne. Ces mouvements de résistance, nécessairement clandestins et désorganisés au début de la guerre, voient leur rang grandir petit à petit. De quelques opposants au régime, ils sont rejoints par les communistes à partir de 1941
et le déclenchement de l'opération Barbarossa, puis par les réfractaires au STO en 1943. Alors que font les résistants? Leurs actions sont très diverses: sabotage, cache de juifs, cache d'armes, assassinats, attentats. Les plus grands mouvements comme Combat, qui est dans le sud-est, ou Libération Nord, éditent aussi leurs propres journaux clandestins. Certains se spécialisent aussi dans le renseignement, qui est transmis à Londres, quand d'autres deviennent de véritables combattants. Ils peuvent être membres de l'armée secrète, ils rejoignent les maquis pour vivre clandestinement, notamment dans le Vercors ou les Glières, où se déroulent d'âpres combats en 1944. D'abord très désorganisés, on l'a dit, ces mouvements vont s'organiser et s'unifier progressivement. En 1942, Jean Moulin, un ancien préfet, est envoyé par De Gaulle en France pour unifier, au nom du général, tous ces mouvements. En janvier 1943, il parvient à unir les trois mouvements principaux, Combat, Francs-Tireurs et Libération Sud, dans le MUR, les mouvements unis de la résistance. La même année, le 27 mai, il met sur pied le Conseil national de la résistance, qu'on appelle le CNR, un organisme qui coordonne les différents mouvements de résistance intérieure et dont font partie aussi les principaux syndicats et partis politiques opposés à Vichy. Et malgré l'arrestation et la mort de Jean Moulin en juin 1943, le CNR continue de préparer l'après-guerre en faisant le lien entre De Gaulle et la résistance intérieure. Les FFL, les Forces françaises libres, et les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, participent toutes deux activement à la libération. Les FFL combattent El Alamein et débarquent en Normandie en juin 1944, notamment avec le commando Kiefer, puis participent à la libération de Paris. Les FFI, eux, préparent les débarquements en transmettant des renseignements précieux aux Alliés et en sabotant les grandes voies de communication pour entraver les déplacements des troupes allemandes. Dès la libération de Paris le 26 août 1944, c'est le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, issu des deux résistances, qui dirige la France, De Gaulle à sa tête. C'est bien l'action conjointe de ces deux résistances et le combat du général aux côtés des Alliés qui permet à la France de basculer dans le camp des vainqueurs, malgré Vichy, et d'éviter l'occupation. Alors on a beaucoup parlé ici des Français qui ont collaboré, des Français qui ont résisté, mais en fait on considère que seulement 10% des Français ont collaboré et seulement 10 autres % ont résisté. Donc si la guerre a bouleversé durablement la vie des Français, il faut quand même toujours bien garder en tête que 80% des Français, l'écrasante majorité donc, a avant tout cherché à survivre pendant tout le conflit, restant loin des luttes politiques du moment. C'est tout pour aujourd'hui, on en a fini avec la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse bien répondre au quiz pour mes élèves, et puis je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt en classe.